Téléspectateurs de la région de Gao, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Regard croisé. Dégradation justement de la situation sécuritaire à Gao et à Menaka. Le départ des forces Barkhane, en est-il pour quelque chose? C'est la thématique qui va occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont trois. Le premier, monsieur Mohamed Kassoum Djiré, docteur Mohamed Kassoum Djiré. Il est le président des Sentinelles du Mali, non moins membre du M5 RFP. Docteur, merci d'être sur ce plateau. Plaisir, Barou. Deuxième invité, monsieur Abdul Karim Konaté. Il est du parti Yelema. Monsieur Konaté, merci d'être avec nous. Merci Barou. Bonsoir. Notre troisième invité va incessamment nous rejoindre autour de ces plateaux. Il s'agit du président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, M. Mohamed Chérif Aïdara. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Avant d'ouvrir les débats sur la thématique qui nous réunit ce soir, nous avons été informés de la suspension de l'aide publique française en direction du Mali. Une nouvelle comment vous avez accueilli cette nouvelle, monsieur Dr Djiré? L'aide publique française en direction du Mali désormais suspendue. Bonsoir Barou. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ici au Mali et la diaspora. Moi, je pense que c'est regrettable parce que tout d'abord, l'aide française au développement, quand il remarque le fonds, a été toujours pour nous berner. Parce que je n'ai jamais appris quand même à travers cette aide que le gouvernement français ait aidé son partenaire malien à construire un pont en République du Mali. Les ponts que nous avons, c'est nos partenaires asiatiques et arabes. À faire une école, parce que la base, c'est surtout les écoles supérieures, parce que les écoles fondamentales, l'État s'en charge. Je n'ai pas vu. Parce que la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de ne pas lui donner le poisson, sinon c'est de l'apprendre à pêcher. Donc aujourd'hui, si le moment où le Mali émerge, le Mali renaît, le Mali grandit, le Mali rayonne le monde entier, c'est le moment que vous décidez de suspendre l'aide. Ça veut dire que cette aide était conditionnée à que vous soyez soumis au gouvernement français. Mais cette aide ne peut pas empêcher nos relations avec nos amis peuples français. Parce que ce qui est sûr, les Français suivent la situation au Mali. Ce qui est sûr, on ne doit plus dépendre de l'aide de quelqu'un. Donc moi, je dis ici, je salue la diaspora malienne. La diaspora malienne, l'aide de la diaspora est le double, sinon plus que l'aide au développement. Plus de presque 1000 milliards de francs CFA, entre formel et non formel. Donc c'est ça qui doit nous préoccuper. Et puis aujourd'hui, nous sommes en train de donner des paradigmes qui n'arrangent pas. Et pour terminer, nos paradigmes, c'est la souveraineté du peuple malien ne se marchande pas. Les choix stratégiques de nos partenaires ne doivent pas être liés à l'aide au développement. Et le troisième, l'intérêt supérieur du peuple malien. Donc cette aide n'a jamais existé en fait. C'est existé pour la communication et pour nous dominer. Abdul Karim, comme semble l'insinuer Dr Djiré, cette nouvelle finalement est un non-événement. Merci Barou. Avant de répondre, je salue les téléspectatrices et téléspectateurs. Par rapport à l'arrêt de l'aide au développement, il faut savoir que si réellement le contexte auquel nous sommes, nous avons réclamé, nous avons demandé, nous avons exigé que la souveraineté du Mali soit respectée. L'aide, quand on prend le terme de l'aide, c'est pour quelqu'un qui pense que tu n'es pas capable, tu n'es pas productif pour aller à ce niveau, il vient en aide pour t'aider dans ce sens. Si tu montres à cette personne, à cette structure, tu es autonome, tu es indépendant, tu es suffisamment capable de te prendre en charge. S'il y a cette rupture, ça ne doit pas te surprendre. Pour moi, si réellement nous avons réclamé notre souveraineté, notre indépendance,
économique, politique, nous devrons nous réjouir de cette rupture et nous devrons nous attendre à cette rupture dans ce contexte. Parce que tu ne peux pas vouloir traiter à égal à quelqu'un et prétendre que cette structure encore continue à apporter son aide. Parce que tant qu'il continue à t'aider, il te traitera toujours comme inférieur à lui. Et nous voulons travailler, nous voulons collaborer, nous voulons une collaboration d'égal à l'égal, d'état en état. Donc cette aide au développement, nous devrons nous attendre à ça et nous réjouir et réellement de montrer à la face du monde, à notre population, que nous pouvons nous en passer de cela et qu'on peut aller sans ce développement. Et je pense que c'est ce qui doit être. Et réellement, si nous pensons que nous sommes souverains, nous avons notre souveraineté, nous devrons défendre cela. Défendons cela et réjouissons-nous de ce qui vient de se passer si réellement nous sommes dans ce contexte. Les cris contre la vie chère, des préavis de grève sont entre autres expressions de certaines populations maliennes dans ces derniers temps. Comment circonscrire ces bourdonnements au niveau du Front social, Dr Djiré? Bon, le Front social doit être maîtrisé. Et ça, c'est sur la table. Et le gouvernement est là pour ça. Le gouvernement est en train de travailler. Et j'ose espérer que tous les partenaires dans ce sens, je parle des syndicats, après le forum social qui s'est passé, les gens ont discuté et les gens doivent se comprendre. On doit comprendre que notre pays est à la croisée des chemins, Barou. Nous devrons faire beaucoup attention. En tant que sentinelle, pour le Malikoura, nous allons faire des démarches pour expliquer aux Maliens le fondement de pourquoi nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme ça. Pourquoi le monde est bouleversé, pourquoi un autre ordre mondial est en train de se dessiner. Et nous devrons être au centre de ça. La vie chère ne doit pas être un instrument de déstabilisation de notre transition. La vie chère est partout. En Europe, aucune solution, la population non, la solution c'est nous. S'en accommoder. On ne peut pas vouloir quelque chose et se contrer. Je dis que l'histoire se répète. Ça me rappelle les années 63, 64. Avec le franc Mali. On a fait comprendre aux Maliens que la trajectoire n'était pas bonne, qu'il allait vous exécuter, que Modibo avait des mauvaises idées. 54 ans aujourd'hui, 19 novembre 2022. Le mardi 19 novembre 1968, le Mali a basculé. Mais pourquoi le monde entier parle de 68 jusqu'à nos jours? Pourquoi le monde entier parle du père de notre indépendance et ses compagnons? Parce que peut-être ils ont dit faire un chemin, peut-être il y a eu des erreurs, mais ces erreurs pouvaient être améliorées. Maintenant, si l'histoire ne nous fait pas apprendre, comme l'a dit Ernesto Che Guevara lors de son échec au Congo, il dit le devoir de tout un homme qui lutte pour la liberté des hommes doit être là pour essayer de comprendre au moment où on veut juxtaposer les choses. Pourquoi j'ai dit ça, Barou? Nous sommes à la croisée des chemins. Ce qui se passe au Mali est une instrumentalisation. Je sais que nous souffrons tous, Barou. Je sais qu'il y a des problèmes dans le pays. Mais on ne peut pas marchander sa souveraineté. Ou on laisse la lutte de la souveraineté et on continue à vivre comme les 60 ans derniers. Ça fait 62 ans. Nous sommes en relation avec ceux qui pensent qu'ils sont en train de nous déstabiliser. Mais ça a donné quel résultat? Mortalité maternelle en République du Mali, à la hausse. Mortalité infantile, pas d'hôpital pour les enfants, pas de l'eau, pas de route. Aujourd'hui, les Maliens se sont donné les mains pour faire un Mali nouveau. Je pense que c'est le moment que chacun mette le Mali au-dessus. Et pour terminer, on ne suit pas des hommes. Nous suivons les idées que ces hommes portent. Et l'idée aujourd'hui de la transition, c'est l'idée qui amène du peuple malien, qui est la souveraineté. Nous l'avions annoncé. Monsieur Mohamed Chérif Haïdra vient de nous rejoindre après un séjour en Guinée dans le cadre de la réunion mixte Mali-Guinée. Monsieur Haïdra, pendant que vous y étiez, la France a décidé de suspendre son aide publique au développement en direction du Mali. Tout d'abord, Barou, je voudrais m'excuser pour le retard et aussi saluer mes co-débatteurs et l'ensemble des téléspectateurs de la télévision de la diaspora et vous-même. Et j'ai participé à On va revenir par rapport à cette rencontre. Très bien, ok.
Alors, le CISE, c'est par rapport à la suspension de l'aide publique française en direction du Mali. Alors, c'était attendu. Moi, j'ai fait un séjour en France, j'ai été même resté à l'Élysée. Oui. Pas plus que le lundi passé, j'ai eu un déjeuner de 2h30 avec le chargé d'affaires d'ici. Parce que j'ai quand même, quand je disais, je parle en tant que secrétaire chargé de l'immigration et de l'immigration au sein de la société civile malienne. Près de 700 à 900 000 Maliens qui sont en France. Et c'était prévisible qu'ils suspendent l'aide. Et nous devrons assumer les conséquences des actes que nous avons posés. Oui. Moi, je n'en veux pas à la France, ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, que pendant 60 ans qu'on n'a pas des hôpitaux, qu'on n'a pas de routes, que le taux de mortalité infantile continue à augmenter, qu'un Malien sur... 7 Maliens sur 10 ne mangent pas à leur faim. Ça, c'est des problèmes de gouvernance. On aurait pu régler ça. Oui. Lui, il a étudié au Kiba. Les Kibans ne meurent pas de faim. Les Kibans sont bien soignés. Il y a des routes au Kiba. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est un ensemble de succession d'événements. Oui. Et le programme, le planning, en tout cas la vision qui est aujourd'hui celle du changement du CNSP, maintenant c'est du gouvernement Assimi. De passage, je voudrais également saluer et souhaiter meilleure santé et bon retour à Tchogel. Oui. Et il est temps que les Maliens sentent qu'il y a réellement un changement. Parce qu'aujourd'hui, la décision française, ce n'est ni plus ni moins de faire payer le Mali. Et ce que j'ai entendu aussi bien à Paris que pendant des rencontres que j'ai ici, aussi longtemps que nous coopérons avec, nous les appelons les coopérants, et ils appellent Wagner, qu'il n'y aura pas d'amélioration de nos relations. Okay. Donc cette décision de la France intervient dans un contexte où le gouvernement quand même reçoit des préavis de grève de la part de ses partenaires sociaux, également des cris de vie chère poussés par certaines populations également. Est-ce qu'il y a lieu à craindre finalement? Alors, il y a une somme d'événements qui sont tous greffés au même moment. Oui. Il est important de se rappeler que nous avons eu un embargo illégitime, illégal, inhumain pendant 7 mois. Ouais. Jamais vu, on a pu tenir. Donc ce que nous vivons aujourd'hui sont les conséquences de cet embargo. Et il s'en est suivi le problème de l'Ukraine qui a pris le monde en cours, sauf ceux qui sont très bien avertis, et pouvaient prévoir la réaction de la Russie. Ouais. Donc le problème d'Ukraine est venu augmenter le prix de fret. Le prix de fret a augmenté. Donc aujourd'hui, tout ce que vous achetez en Europe, vous êtes obligé de faire une majoration pour vous permettre de rentrer de faire un bénéfice. Ouais. Donc la vie chère, c'est partout. Mais je peux vous rassurer que contrairement à ce que beaucoup de Maliens pensent, nos produits de première nécessité coûtent beaucoup moins cher ici au Mali que moi je viens de la Guinée, ou la Côte d'Ivoire ou le Burkina. Donc le fonctionnaire, tout à fait normal parce qu'ils ont un salaire qui n'a pas augmenté. Le sac de riz aujourd'hui, je dirais fatalement, il est à 60 000 francs, un sac de riz. Donc, et le salaire est resté le même. Et l'État n'est pas en mesure d'augmenter le salaire. Donc c'est normal que le syndicat, c'est normal que les gens revendiquent. Moi je pense que gouverner, se prévoir, c'est que l'État doit s'asseoir avec les différents centres organisations syndicales pour leur faire comprendre. Ils le savent, mais il y a des efforts qu'il faut faire. Okay. Barou, j'avais dit sur ce plateau ici, je dis, on ne peut pas nous dire serrer la ceinture quand un ministre est dans une voiture qui coûte 100 millions. Mais descendez-les tous de ces véhicules-là, qu'on revende tous ces 4x4. Mais pourquoi mon ministre, moi, je n'arrive pas à payer un sac de riz dans le mois, il doit rentrer dans une voiture de 4x4 qui coûte 80 millions, il y en a 2, 3 dans le ministère. Prenez-les tous, revendez-les. Ça ne va pas résoudre le problème de prix, mais au moins les Maliens lambda auraient le sentiment que le gouvernement est en train de fournir d'efforts pour céder à certains privilèges. D'accord.
Monsieur Konaté, ces derniers temps, ça bourdonne au niveau du Front social. Le gouvernement a enregistré des préavis de grève. Je vais parler de celui déposé déjà par le syndicat des magistrats. Également, des populations crient à la vie chère. Contrairement à mes co-débatteurs, je n'irai pas dans les trucs de l'historique de voir dans d'autres choses, mais je dirais que le Malien aujourd'hui a donné l'opportunité. Le Malien sait comment la vie est chère. Malgré tout cela, nous sommes restés dans l'espoir et restés fidèles en pensant que aujourd'hui les autorités auront la solution de pouvoir faire des réformes, de pouvoir changer la manière de gestion, d'avoir une bonne gouvernance pour le Mali. Les syndicats qui sont en train de déposer des préavis aujourd'hui, ce sont ces mêmes syndicats il y a une année qui ont donné une grâce à la transition. De dire que tous les syndicats ont décidé de ne plus aller à grève. C'était l'occasion de pouvoir rentrer en discussion franche, de pouvoir proposer des solutions. Et parfois, on a l'impression que la gestion du pays, on le gère en fonction du quotidien et non à long terme. Donc si les syndicats veulent se soulever aujourd'hui, qui est ta question de comment avoir la solution. La première des choses aujourd'hui, tout Malien, tous les responsables syndicaux sont disposés à laisser la table de négociation. Tout le monde est prêt à faire ce sacrifice pour le sursaut national. Pourquoi nos autorités n'iront pas dans ce sens? Pourquoi les autorités ne nous montrent pas qu'aujourd'hui, le Mali est au-dessus de nos calculs? Le Mali est au-dessus de tout. Nous devrons construire cette transition, doit être la solution pour un Mali nouveau que nous parlons. Parce que quand on parle de Mali nouveau, ça veut dire qu'on doit changer la gouvernance, on doit changer la manière dont nous gouvernons. Nous ne pouvons pas être ministres. Nous ne pouvons pas être à la présidence. Nous ne pourrons pas continuer à diriger et avec les mêmes ressources et parfois même en augmentant ces ressources et prétendre demander à la population, demander aux syndicats de pouvoir faire ce sacrifice qu'eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'aller sur ce sacrifice. Donc montrons l'exemple que nous voulons un Mali nouveau. Rentrons en discussion avec ces syndicats. J'en suis sûr qu'aujourd'hui, si nous appelons les syndicats de la magistrature, les enseignants veulent, la synergie veut aller. L'AM a commencé. Oui, les médecins aussi. Les médecins. Donc, tous les syndicats qui avaient déposé leurs réclamations, leurs revendications, veulent venir sur la table parce que après une année, ils n'ont pas senti ce changement. Après une année, ce qui est compris, ils n'ont pas vu d'espoir. On va revenir vers ça pour ce changement. Docteur Djiré, est-ce qu'il ne sera pas difficile pour le gouvernement de convaincre la population de serrer encore les ceintures quand on sait que le budget 2023 déjà prévoit une hausse du budget et de la présidence et du CNT par exemple? Non, moi je pense que oui, sur la base d'une interprétation, ça peut nuire un peu la compréhension. Mais moi, mon appel, c'est vraiment de faire la gouvernance à travers l'exemplarité, comme a été promis. Je dis bien, moi j'ai toujours dit, on ne suit pas des hommes, on suit les idées que ces hommes portent. Et pour que les gens, pour que le peuple se revoie en toi, il faut qu'on donne l'exemple. Et je vous dis, en une année, c'est tout un peuple malien qui était derrière cette transition. Maintenant, s'il y a problème maintenant, nous devons reculer et regarder qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça dont il parle. Tout le monde veut que la transition réussisse.
le doyen vient de le dire, Aïdara. Il dit qu'il faut que cette transition réussisse parce qu'il donne même un exemple qu'il a été en Guinée. L'autre jour, un frère est venu de Paris. Tout le monde sait que la vie chère est là. Mais il faut qu'on écoute le peuple malien. Parce que nous avons dit la boussole tournante de notre gouvernance va être le peuple, le baromètre. Le cri de cœur du peuple malien, c'est bien écouté. Et je sais que prochainement, le gouvernement va s'asseoir avec les syndicats. Dans le cadre mien, je suis de la santé, j'ai eu l'opportunité de discuter avec le président des syndicats. Dans ce qu'il me dit, lui, il trouve qu'il y a des solutions. Et je trouve que c'est vrai, si on les écoute, on va avoir des solutions. Parce qu'aucun syndicaliste n'est prêt à réunir son pays, à détruire son pays pour ses intérêts individuels, personnels. C'est parce que la base vous demande ça. Donc, moi, ce que je pense, qu'on nous donne cette opportunité d'asseoir les gens et que les gens se parlent, qu'on fasse un nouveau paradigme et qu'on avance. Parce que le Mali a besoin de ça. Et aujourd'hui, tout le monde parle du sursaut national. On ne doit pas être clanique. On ne doit pas être d'un côté. C'est ensemble. Nous avons voulu ça. Ensemble, nous allons finir ça. D'accord. Et je pense que c'est la dernière opportunité. Ok. Vous avez justement parlé de la Guinée. La relation bilatérale entre le Mali et la Guinée est aujourd'hui au beau fixe, au point d'amener certains observateurs à prédire un éventuel fédéralisme entre ces deux pays. M. Aïdara, vous qui rentrez de la Guinée déjà, est-ce que vous pouvez nous aider à confirmer cette prophétie ou cette éventualité? Je suis un homme très heureux parce que je me suis battu depuis 1995 pour l'application effective de la convention d'établissement signée le 20 mai 1964 entre le président Modibo Keïta et Sékou Touré. Alors, avant de parler de cette convention, je voudrais juste pour la compréhension de nos téléspectateurs, et c'est la seule transition où tout le monde soutient. C'était en Guinée, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil comme au Burkina, jusqu'à l'arrivée d'Ibrahim. Le président Ibrahim, le capitaine, vient de donner un exemple. Il garde son salaire de capitaine. Et ici au Mali, on nous augmente de 4 ou 5 milliards. On nous augmente 26 au CNT. Et cependant, on dit aux syndicats, vous attendez. On dit aux enseignants, vous attendez. C'est le syndicat le plus responsable que je n'ai jamais connu dans l'histoire du syndicalisme. Les syndicats maliens. Les enseignants maliens, les meilleurs des Maliens. Donc si vous êtes dans vos 4x4 de 80 millions, vous augmentez vos budgets de 5 milliards de plus, vous augmentez une CNT qui ne peut même pas se prononcer sur l'avant-projet de la Constitution parce que ce n'est pas une constituante. Et vous voulez que les enseignants attendent, les syndicats attendent. La diaspora y siège, hein? Bien sûr, ils siègent, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, il faudrait... Je comprends leurs soucis, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'exemple doit venir d'eux. Ils n'ont qu'à prendre Assimi. Assimi sort dans une pick-up. Assimi n'est jamais dans une 4x4. Et pourquoi le ministre ne descendait pas qu'il prenne des pick-up? Donc, pour qu'on serre les ceintures, il faudrait qu'il nous montre l'exemple. Je reviens à la Guinée. Oui. Alors, ce document qui est la convention d'établissement, qui est signé en 1964, qui est 18 articles, et M. Sidibé, oui. Dans cette convention, docteur peut participer au concours de la fonction publique en Guinée et travailler dans les fonctions publiques guinéennes en tant que Malien. Et vice-versa. C'est une ancienne convention, hein? Mais cette ancienne convention a été ratifiée par l'Assemblée nationale du Mali et celle de la Guinée. Et aucune des deux parties a dénoncé cette convention. Sous le président Modibo Keïta. Modibo Keïta, bien entendu. Mais aucune des parties n'a dénoncé. Vous vous rappelez, vous avez suivi l'épisode de Cunette. Et vous avez suivi les Maliens qu'on a déportés en 2013. Sous prétexte que c'était des terroristes. On a sorti la convention, on a dit vous n'avez pas prouvé qu'ils sont terroristes, ils sont tous revenus. Et c'est à cause de l'expulsion de ces Maliens en 2013 que Djungunda a refusé d'aller en Guinée, en visite officielle. Vous avez vu pendant Ebola, tous les pays limitrophes qui font frontière avec la Guinée ont fermé leurs frontières. Et les Mali disent on ne peut pas fermer nos frontières, même s'il y a Ebola, parce que ces deux poumons dans le même corps. Donc aujourd'hui, les deux présidents, les deux lieutenants,
ont décidé d'en faire un seul corps. Et j'étais heureux de participer à cette grande commission mixte. Je suis resté travailler dans la commission diaspora et l'immigration. Et je peux vous rassurer, ce que j'ai vu se matérialiser, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Parce que je sais que désormais, la réalité est qu'on n'est plus seul. Et nous avons des débouchés. Nous avons un peuple qui sont avec nous. Et on est désormais le même peuple. Il y a une 9 conventions qui ont été signées à ma présence. Il y a le port de Conakry. Désormais, nous avons un hôtel qui s'appelle Kidal, où le convoyeur malien peut loger gratuitement. Et les tracasseries aux frontières. On ne peut plus demander un franc à un Malien ou un Guinéen en passant les frontières. Et je remercie l'ensemble des 8 ministres qui sont venus rencontrer la diaspora malienne, et nous avons écouté avec beaucoup d'attention. On a vu un engagement sur ce plan. Je suis un homme très heureux d'avoir participé. Mais est-ce qu'il serait exagéré de dire qu'on se dirige vers une sorte de fédéralisme entre le Mali et la Guinée, comme l'auraient souhaité les pères fondateurs de ces deux pays? Oui, il y a eu, vous savez, il y a quand même 57 ans maintenant, M. Sidibé. Donc il y a de nouveaux contextes qui ont été intégrés dans ces 9 conventions. Mais je peux vous rassurer, désormais, on est une fédération. Dans la pratique, c'est une fédération. Quand vous, monsieur, vous pouvez aller ouvrir votre renouveau là-bas sans aucune forme qu'on vous traite comme étant une société étrangère, et vous pouvez même participer aux fonctions, ce concours de fonction publique pour être intégré. Et quoi d'autre? Donc nous sommes aujourd'hui heureux qu'il y a Mali-Guinée. Et d'ailleurs, j'annonce sur son plateau, nous allons ouvrir une télévision qui s'appellera Magui TV. Mali-Guinée télévision. Et ça serait très bientôt, monsieur. Inch'Allah, monsieur Sidibé. Monsieur Konaté, déjà, le Mali et la Guinée, au lieu de 2 poumons dans un même corps, finalement, un seul poumon dans un seul corps. Bon, on peut qu'on essaie de voir ce que M. Aidara vient de donner. Souvent, le renforcement des relations, la libre circulation des biens, des personnes et des biens, comme la CEDEAO, les mois demandent. Si le Mali et la Guinée arrivent à mettre ça en pratique, c'est ça qui est l'idéal, c'est ce qui est souhaité. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de donner par rapport à la convention qui a été souhaitée par les pères fondateurs, que malheureusement on n'a pas pu mettre en œuvre. Mais si on arrive à le faire, ça mène à d'autres visions. Il faut qu'on arrive à savoir si un Malien peut aller s'installer en Guinée, travailler dans la fonction publique, travailler dans la fonction publique, ouvrir une entreprise, qu'on essaie de voir que cela nous amène à quoi? À la compétitivité, à l'excellence. On parle du faible niveau de l'éducation au Mali, du manque de sérieux dans nos entreprises. Qu'est-ce que cela peut engendrer? Les impacts, qu'on essaie de réfléchir à ça. Oui. Moi, je vois dans ce... Vous encouragez la dynamique? J'encourage la dynamique parce que si on aille dans ce sens, on ne peut plus se permettre de pouvoir travailler dans le laxisme. On ne peut plus penser à pouvoir créer une entreprise parce qu'en oubliant que l'entreprise, les produits, il y a la qualité qui exige. Si tu ne le fais pas, il y a un Guinéen qui viendra occuper ta place ici. Oui. Donc, ça nous amène à une autre compétitivité, ça amène à développer, à travailler avec du sérieux. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on essaie de voir, mais de dire que nous allons aller vers le fédéralisme. Oui. Nous avons un pays suffisamment vaste. Oui. Nous avons nos problèmes d'insécurité, problèmes de gouvernance, en ajoutant d'autres superficies. Qu'est-ce que cela peut nous amener? Et réfléchissons toujours, comme je l'ai dit auparavant, ne sont pas de traiter les... Donc, il est exagéré de dire qu'on se dirige vers un fédéralisme. Aujourd'hui, pour moi, c'est un rêve irréaliste de pouvoir aller vers le fédéralisme sans pourtant résoudre nos problèmes internes de gouvernance, de gestion, la qualité de l'éducation.
si on arrive à résoudre ces problèmes d'insécurité, nous pourrons prétendre à autre chose. Mais avant d'arriver à ça, si nous arrivons à assurer la libre circulation des personnes et des biens, je pense que ça c'est un grand pas. Et que si on arrive, en parlant du port de Guinée, le chemin de fer, mais que ça ne soit pas sur les papiers, mais que ce soit du concret. En parlant du port de Guinée, qu'on arrive à réfléchir comment avoir des routes adaptées de Conakry à Bamako. C'est en cela que nous pourrons parler de la collaboration, nous pourrons en tirer profit, mais de signer des conventions. J'espère que ça ne sera pas des conventions mornées comme ça a été fait en 1964. Et j'espère que cette année, et cette fois-ci, nous allons vers une autre vision. Nous allons matérialiser, nous allons assurer ces relèves avec une vision à long terme. Monsieur Dr Djiré, faut-il en tout cas revoir cette formule de Sékou Touré qui disait que le Mali et la Guinée étaient deux pays, deux poumons dans un même corps? Faut-il revoir la métaphore? Oui, c'est en train de se réaliser. C'est pour cela que j'ai dit on ne suit pas les hommes. Parce que Sékou n'est pas là. Au lieu de deux poumons, finalement, est-ce que... Non, dans le corps humain, il n'a pas dit par hasard, je suis médecin. Dans le corps humain, il y a deux poumons. L'organisme humain fonctionne comme un tout. Quand le cœur s'arrête, c'est fini. Quand le cerveau est blessé, c'est fini. Il faut que nous soyons capables de faire la synergie de ces énergies pour que l'organisme fonctionne comme un tout. Une machine parfaite. Première lecture. Deuxième lecture, je regarde mon père Kwame Nkrumah et c'est des rêves qui sont en train de se réaliser. Kwame Nkrumah a dit l'Afrique doit s'unir. Et les pères des indépendances ont compris tôt que seul on ne pourra pas contre nos ennemis. Il faut qu'on se unisse. Et c'était la vision du Mali. Le Mali qui venait de naître, le Soudan. Ça me rappelle la fédération. Pourquoi la fédération du Soudan a éclaté? C'était la vision que ces hommes avaient. Nous sommes en train de parler d'un Mali de vision. Un Mali courant, ce n'est pas un Mali dont les gens recevaient des commissions d'autre part. Si on accepte de nous assumer, quand ton voisin brille, toi aussi tu brûles là. Donc aujourd'hui, imagine, entre le Mali et la Guinée, on aura presque 2 millions de superficie. On aura presque 40 à 50 millions d'habitants. Sur ces 40 millions, on peut dire que 60% sont jeunes. Mais l'agriculture, le Mali est un pays continental. Nous sortons d'un pays continental à devenir un pays qui a l'accès à la mer, qui a l'accès au monde. C'est ça en réalité l'obstacle. Notre grand obstacle, on ne sait pas assumer. C'est pour cela que je lui donne raison. Quand il me dit, n'est pas construire ta maison et que tu dis que c'est ton voisin, mais il faut comprendre qu'il y a des mécanismes encore plus grands. Parce que lorsque nous sommes là, en train de voir nos parents mourir, en train de faire la fête à Bamako ou bien à Ouaga, c'est en ce temps que d'autres sont en train de réfléchir comment nous déstabiliser, comment amener des mercenaires dont on va parler les choses, comment nous poignarder dans le dos. Donc aujourd'hui, je vous dis sincèrement, lorsque l'armée guinéenne et l'armée malienne fassent le même front, 100 000 hommes, mais le Sahel devient quelque chose d'histoire, parce que personne ne va se tirer pour nous. Il faut que nous comprenions que notre destin se joue dans notre main. Nous sommes au XXIe siècle. Ça veut dire quoi? Le fond de ma question est de savoir, sommes-nous en train d'aller... Nous sommes dans une fédération. Je dis, nous sommes même dans une fédération il y a longtemps. Mais cette fédération a été obstacularisée, a été empêchée. Oh, mais on le sait. Mais la Guinée, mais Sékou Touré, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour sauver le régime avec Modibo Keïta, après que Modibo Keïta est parti? Mais le problème n'est qu'on n'acceptait pas les autres de dire leurs idées. La meilleure façon de convaincre ton peuple, c'est à travers tes idées, ta vision et ta conviction d'avancer. Donc, moi, je me réjouis de ce que le doyen vient de dire. Et que la Guinée et le Mali aient, parce que ça date de combien d'années? 57 ans. Mais aujourd'hui, on doit l'adapter au XXIe siècle, parce que je l'ai dit toujours, les révolutions ne sont pas copiées-collées. Mais un révolutionnaire comme principe est un convaincant convaincu. Il faut qu'on soit convaincu que le Mali courant est possible. Et que c'est possible à travers les Maliens, par les Maliens et pour les Maliens. Ce n'est pas une autre personne qui va nous dicter ce que nous devrions faire. Mais on va souffrir. Aujourd'hui, il y a des peuples qui souffrent à cause de l'autodétermination. Des peuples sont sur embargo il y a 60 ans. Je rends hommage ici au peuple cubain, dont tout le monde parle. Mais aujourd'hui, on les bloque parce que tout simplement, ils ont décidé de faire une autre chose. Je parle du peuple d'Iran. Je parle de Gaza. Pourquoi la communauté internationale ne parle pas de ces gens? Pour le problème des petits
pays comme un pays comme l'Ukraine, on veut nous faire comprendre que le problème de l'Ukraine, c'est à la base de la déstabilisation du monde. D'accord. Tandis que combien de personnes sont mortes au Mali? Aujourd'hui, nous pleurons presque 15 000 de nos enfants, des terres détruites. Et aujourd'hui, on a oublié ça. On va faire tourner donc moi, la parole, je pense que, pour terminer, c'est une voie que les Maliens, les Guinéens doivent saisir. Et je ne dis pas les Maliens, les Guinéens, le Burkina est là tout près. Lorsque le Mali, le Burkina se soignent, les autres vont se rendre. Parce que dans une révolution, une révolution se triomphe au Sebouéré. Okay. Ça veut dire quoi? Quand on mène une révolution, soit ça gagne, soit ça meurt. Et si ça meurt, nous tous, on perd. Monsieur Aïdara, pour sortir de ce sujet. Hein? Ouais, d'accord. Alors, pour sortir de ce sujet, je voulais juste, avec votre permission, l'article 5, sans préjudice de la Convention. De la Convention. Oui. Sans préjudice des conventions intervenues ou à intervenir, comme ce que nous venons de signer avant-hier, entre les parties contractantes, les nationaux de chacune des parties pourront accéder aux emplois publics dans l'autre État dans les conditions déterminées par la législation de cet État. Alors, article 10. Article 10, tout national de l'une des parties contractantes bénéficie sur le territoire de l'autre partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie de toute disposition mettant à la charge de l'État ou d'une collectivité publique la réparation de dommages subis par les personnes et par les biens. Alors, et 12, tout national d'une des parties contractantes résidant sur le territoire de l'autre partie contractante peut participer aux activités syndicales et faire partie des organismes de défense professionnelle et des assemblées consulaires dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie. Quoi d'autre une fédération? Alors, allez-y maintenant, moi je disais à l'entame de l'émission que les populations de Gao et de Menaka, en tout cas, et de Menaka, et bien d'autres localités dans le nord du Mali sont désormais en proie à une insécurité grandissante. Question, peut-on faire finalement, Abdul Karim Konaté, un lien entre la recrudescence de l'insécurité dans ces zones citées et le retrait de l'opération Barkhane du Mali? Le lien est-il faisable? De dire que le lien est-il faisable, il faut qu'on arrive à savoir que quand Barkhane était là, Barkhane n'avait pas reçu à sécuriser l'ensemble des zones du nord et du centre. Le contexte est que cela existait avant le départ de Barkhane. Il faut noter aussi que le sous-effectif de l'armée malienne, si nous prenons le ratio du nombre de militaires, population et superficie, le Mali a l'un des ratios les plus bas dans le monde. Donc cela justifie que Barkhane soit là ou pas, on avait ces difficultés. Ratio entendez par là le nombre de la population, le nombre de militaires qui doit être en fonction d'une superficie donnée, en fonction du nombre de militaires et la population et la superficie. Quand nous prenons le Mali, nous sommes en sous-effectif dans cette zone. Donc si nous prenons tout ce contexte, mais l'armée aujourd'hui, avec tous ceux qui ont comme équipement, ils ont acheté des armements, fait des recrutements. C'est l'argent du contribuable. L'armée a cet engagement de pouvoir gérer, de pouvoir sécuriser cet espace. Donc, de faire la relation du départ de Barkhane, il faut qu'on se suive dans le contexte que cela existait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'armée malienne doit faire? C'est de pouvoir défendre comme ils ont réellement promis. Nous continuons à promettre la montée en puissance de l'armée.
de voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce contexte. Nous avons le devoir. Est-ce qu'il y a lieu de regretter déjà le départ de Barkhane avec tous ces cris? Je ne peux pas dire ce que je viens de dire tout de suite. De dire qu'on a lieu de regretter, parce qu'il faut savoir d'abord, est-ce que quand Barkhane était là, est-ce qu'il n'y avait pas cette insécurité? Oui, est-ce qu'il y avait aussi tous ces déplacés internes à Gao et à Menaka? Il y avait ce problème d'insécurité. Parce que quand tu prends l'objectif de la mission Barkhane, quand nous prenons, l'objectif était de pouvoir arrêter la progression des groupes islamistes. Aujourd'hui, dans le Sahel est devenu... Sauf que Barkhane était essentiellement basé à Menaka et à Gao. Non, je suis en train de dire que Barkhane, c'était ça l'objectif, de stopper la progression. Étant donné que la zone du Sahel est devenue une zone de conflit inter-groupes armés. Donc chacun cherche à monopoliser, à avoir son autorité sur une zone qui a existé pendant quand Barkhane était là. Donc aujourd'hui, c'est le même système qui est là. Donc de dire que le départ de Barkhane favorise, est-ce que la présence de Barkhane a fait? Donc en plus de ça, de l'objectif... J'ai l'impression que vous esquivez ma question. Non, je ne suis pas ta question. Ni moi, ni nos téléspectateurs vont comprendre en fait. Non, j'ai bien répondu à la question. C'est que d'abord, Barkhane n'avait pas pu sécuriser. Ça, c'est un. Quelque chose, quand tu n'as pas pu faire une mission et que tu n'es pas là, on dit que c'est ton départ qui engendre cela. C'est-à-dire quand on dit que ton départ a engendré quelque chose, ça veut dire que ta présence a pu empêcher. D'accord. Donc aujourd'hui, Barkhane, sa mission, comme je viens de le rappeler, était d'arrêter la progression, était de pouvoir former l'armée malienne. Est-ce que cette mission, on a atteint ou pas? Donc aujourd'hui, nous avons le devoir, comme nous avons promis à la population, nous avons l'armée aujourd'hui à un budget le plus élevé. Oui, nous avons aussi l'obligation d'être équitable dans la distribution du temps de parole. Je dois répondre à la question. Je vais vous retourner la parole. Docteur Djiré, on parlait justement de cette insécurité qui, en tout cas, est grandissante dans la zone. Moi, je pense que Barkhane n'a jamais existé. Barkhane est mort-né depuis que ça a été créé. Parce que Barkhane est né à l'insu des Maliens. C'était Serval. Tout le Mali était fier de Serval. Les gens ont donné les noms même. Même l'État malien a donné le nom de... il a créé même un monument pour Damien. J'espère que vous allez répondre à la question. À la question que ça n'a même pas de relation et que Barkhane n'a jamais existé. Pour que tu fasses un vide, il faut que tu existes. Donc ça n'a pas de relation. Parce que Barkhane n'a pas donné de résultats. C'est ce qui a fait que Barkhane est parti. Donc le vide que les gens veulent mettre dans la tête des Maliens, c'est faux d'abord. Parce que pour que tu parles de vide, qu'est-ce que Barkhane a fait durant 10 ans? Presque. Durant 10 ans, au nez de Barkhane, plus de 10 000 Maliens entre militaires et civils ont été exécutés. Devant Barkhane, on a eu que des militaires sont égorgés, ici, à Gourma et dans le Nord Mali. Devant Barkhane, on a détruit plus de 400 villages. Mais Barkhane dit qu'il n'avait pas de radar pour voir ces choses-là. Oui. Docteur Djiré, depuis son départ, on a assisté au déplacement des villages entiers. Comme en témoigne l'un des membres, s'il vous plaît, l'un des membres du comité stratégique du M5 RFP auquel vous appartenez. Le comité stratégique du M5 RFP, il a bien dit qu'il a parlé à son nom. Moi, j'étais à Gao. Je ne suis pas de ceux qui parlent à Bamako. Moi, j'étais à Gao, j'étais à Kidal, j'étais à Tessit l'autre jour après l'assassinat des 42 militaires qui ont été exécutés avec des armes larguées par la force obscure qui est Barkhane. Aujourd'hui, Barkhane s'est transformé d'un ami à un ennemi. C'est clair. Vous pensez que ce que M. Maïga a dit, M. Abdulkader Maïga a dit est loin de la réalité? Ça, c'est... Non. Écoutez bien. Ce que Abdulkader Maïga a dit, il l'a bien dit, je l'ai dit selon ma pensée. Ce qui est sûr, il y a une dégradation de la situation. Nous devrons l'analyser. Parce qu'on ne doit pas... Ce que le mec, il dit qu'il y a une dégradation. Mais que dire que cette dégradation est due au départ de Barkhane, c'est ce que moi j'ai dit exactement en tant que sentinelle Malikoura, c'est faux. Parce que Barkhane n'a jamais existé au Mali. À quoi est-elle due finalement? Voilà, maintenant je vous explique. Nous avons vu l'arrivée des mercenaires.
Nous avons vu l'arrivée des gens de la Syrie. Depuis quand j'étais à Kidal, moi je le sais parce que je l'ai vu. Ce n'est pas des gens qui me le disent, ça c'est un. Nous avons vu des gens, les populations maliennes ont appelé en soirée. On amène des terroristes d'un point à l'autre. Le gouvernement malien détient ces informations. 2. Nous avons les audios et nous connaissons très bien qui les gens envoient, qui les envoie, dans quel avion on a les images. Maintenant, pourquoi la communauté internationale ne veut pas comprendre ça? Pourquoi Macky Sall vient jusqu'au Mali ou bien envoie un émissaire à travers ça pour dire qu'on a la chance qu'ils n'ont pas donné ces preuves? Ça revient à te répondre par la question des preuves. Barou, Barkhane était le problème du Mali. Et Barkhane, c'est le problème du Sahel. Ça, c'est l'exemple que je te donne sur l'autre jour au Niger. Devant l'ambassadeur tout puissant du Niger. La société civile a pris d'assaut l'ambassadeur devant lui. En lui disant que vous avez même dit que votre mission n'était pas... Et puis, ce qui est grave, que Barkhane dit qu'il défend les droits de l'homme. Les droits des terroristes, il faut les défendre. Donc c'est pour vous dire ces débats-là. Moi, je suis même content pour être là pour ce débat. Pour dire que c'est un faux débat. Mais mes populations, je dis bien, les populations maliennes, ça amène de l'armée malienne. Et l'armée malienne, aujourd'hui, est rentrée à Tessit. L'armée malienne est à Gao. L'armée malienne est en train de faire. Et aussi, ne pas confondre les conflits intercommunautaires et des conflits locaux que des gens, même parmi nous, nos enfants, nos frères, sont en train de faire des problèmes. Ça aussi, il l'a dit. Il faut le dire. Donc, en conclusion, Barou, Barkhane n'a jamais résolu le problème du Mali. La communauté internationale n'a jamais résolu. L'aménagement, elle est là parce que nous sommes tous de l'aménagement, mais l'aménagement sait très bien qu'elle ne joue pas son rôle. Parce que l'aménagement a tous les moyens sophistiqués aujourd'hui pour accompagner les sociétés civiles. Et puis, quand tu me parles de ça, pourquoi on n'envoie pas l'aménagement? À présent, non, s'il vous plaît. Une autre chose. Oui, pour terminer, une autre solution. Par exemple, hein. celui qui doit être à Tessit, normalement, dans la Convention des Nations Unies, quand le Mali est parti à Tessit, c'était l'aménagement. Docteur Djiré, vous aurez la parole tout à l'heure. Monsieur Aïdara, faut-il faire un lien entre le départ de Barkhane et la recrudescence de l'insécurité et à Gao et à Menaka, où était basé Barkhane? Absolument. Ce lien est avéré, il est visible, il est incontestable. Le départ de Barkhane a permis à ces terroristes de se regrouper, de s'organiser. Cela n'a rien à voir avec la montée en puissance de l'armée. Les Maliens, à travers le nouveau, doivent comprendre ceci. Et c'est très important. Dans aucun pays au monde, la puissance d'une armée envahissante a été déterminante pour gagner. Ou même quand l'armée est associée avec l'armée nationale. S'il n'y a pas une coopération avec le peuple, ça n'a jamais apporté un résultat. Vous avez le cas de l'Afghanistan. L'armée le plus puissant au monde a été obligée de négocier sa fuite. Le cas du Mali. Faisons un parallèle. Le Mali est 1 combien 41 238 km². Merci, Merci, docteur. Merci. Et nous avons aujourd'hui, le corps confondu, à peu près 40 à 45 000 militaires. Sur 1 243 000 ou 42 000. Alors, le pays le plus peuplé de l'Afrique, le Nigeria, est de 926 000 km². Ils ont 255 000 militaires et militaires actifs ou en réserve. Le budget du Nigeria, de son armée, dépasse le budget du Mali. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je vais vous dire. Ce n'est pas le nombre de militaires qui détermine la guerre contre les terroristes. Boko Haram, ça fait 10 ans qu'ils sont au Nigeria, dans un petit État qui équivaut à la région de Sikasso. Ils n'ont pas pu venir au bout de Boko Haram. Donc ce n'est pas avec la présence de Barkhane et de l'armée malienne que nous allons en finir avec l'insécurité. Maintenant, répondre à la question proprement dite de Barou. Barkhane empêchait la progression des terroristes au niveau de la zone de 3 frontières. Quand Barkhane a quitté, les attaques se sont multipliées. Ce que nous appelons aujourd'hui Daesh. Daesh n'est ni plus ni moins Moudjahou. C'est Moudjahou qui s'est transformé en Daesh. Donc aujourd'hui, le départ de Barkhane les a donné un avenir. Donc toute l'armée, l'effectif que nous avons actuellement, sans
l'aide de la population, nous n'allons pas pouvoir venir au bout. Et le déplacement, j'ai écouté Abdelkader, j'ai écouté Cissé, je suis en contact avec des gens aussi à Gao. Aujourd'hui, aux alentours de Gao, toutes les villes, tout le monde est parti. Ils sont tous venus à Gao. Ils sont à Menaka, aux alentours. Donc c'est pour vous dire que le départ de Barkhane, ça nous a pris de court, parce que les personnes que nous combattons, c'est des personnes qui s'assimilent à la population. D'accord. Donc, en définitive, Barkhane est parti. Ils avaient préparé le départ. Le vide n'a pas été comblé. Oui. Et il ne peut pas aussi être comblé tant que la population ne travaille pas avec l'armée. D'accord, on va faire le dernier tour de table. L'émission, docteur, c'est votre dernier tour de table. Oui, avant de dernier tour, parce que ce que je disais, il faut qu'on arrive à conceptualiser les choses et de mieux comprendre quelle est la cause et qu'est-ce qu'il faut comme solution. Ça veut dire, quand Barkhane était là, on avait ce problème. L'armée malienne a pris les choses en main, en s'équipant, en formant des hommes, mais il y a un autre problème, comme je l'ai dit. Oui. On oublie le Sahel, ces zones-là, aujourd'hui, c'est une zone de conflit intergroupe armé. Et nous avons toujours pensé que la seule solution peut être la solution militaire. Ça, c'est une grosse erreur que nous devrons corriger. Vous rejoignez M. Haïdara? Absolument. Ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai en train de développer qu'aujourd'hui, quand il dit que Barkhane, c'est le départ de Barkhane qui est la cause, non. Parce qu'on est en train de faire la solution comme l'armée était la seule solution. Non. C'est pour ça que je parle, quand tu voulais que je réponde oui ou non. Mais moi, il faut qu'on arrive à... Oui, est-ce que Barkhane n'était pas finalement une digue? Barkhane, oui, Barkhane était une digue ou pas, avant Barkhane même, est-ce que le problème n'existait pas? C'est ce que j'avais dit comme question d'abord. Peut-être pas avec cette ampleur. On va dire que si Barkhane était là, il y avait cette insécurité. Et cette insécurité existe encore. Comment tu peux dire que le départ de Barkhane est à la cause? Donc, essayons d'analyser, voir les causes. Mais aujourd'hui, la solution ne peut être... comme solution militaire ne peut être la seule solution. D'accord. Essayons d'associer la solution de dialogue, identifier les causes, négocier, essayer d'impliquer la population dans ces circonstances et de savoir que aujourd'hui, notre armée a pris cet engagement. D'accord. C'est équipé. Donc, a le devoir de pouvoir sécuriser, de pouvoir défendre le territoire pour le bien du Malien, pour nous tous. Docteur Djiré, vous avez 30 secondes. Barou n'est pas tombé dans un piège de mettre dans la tête des Maliens que c'est le défaut de Barkhane, tout ça. Barkhane était au Niger, ils sont en train de les chasser. Moi, ce que j'ai dit, il faut qu'on s'assume. Nous devrons tous être sentinelles aujourd'hui. Nous devrons tous être soldats. Comme il l'a dit, personne ne va te dire que c'est l'armée qui va amener la paix dans un pays. Ça, ce n'est même pas la peine de le dire. Sauf que nous n'avons pas dit que le départ de Barkhane explique la situation. Nous sommes en train de nous poser la question. Oui, moi je suis en train de répondre à votre question. Oui, justement. Bien sûr, c'est à cause de ça même que je suis venu. Allez-y. J'ai dit que je suis venu défendre l'hypothèse que ce n'est pas le départ de Barkhane qui crée ce flou. Justement. C'est que c'est même Barkhane est en train d'instrumentaliser certaines populations pour faire comprendre au peuple malien que c'est leur absence qui est en train de créer ça. C'est très clair ce que je suis en train de dire. Et je le dis parce que je suis sur le terrain. Moi, je sais que la population souffre, mais c'est comme ce qui s'est passé. Et puis vous dites, c'est cette même armée qui a moins de 6 mois à stabiliser le pays. Tout le monde était unanime, c'est ça. Comment une armée qu'on a démoralisée, une armée qu'on a dit qu'elles ne sont pas professionnelles, une armée qu'on a accusée d'exaction, cette armée de janvier à mai a détruit tous les nids terroristes. Et d'un jour à l'autre, on voit les terroristes venir. Et nous, on a dit à la communauté internationale que nous avons les preuves. Ils sont venus dans les vols, ils ont les armes, on les a. Et maintenant, vous voulez me faire comprendre que c'est c'est-à-dire le vide de Barkhane. D'accord. Donc, pour terminer, Barou, le problème sécuritaire, personne n'est spécialiste en sécurité. Tout ce qu'ils disent, c'est faux. Les plus grands spécialistes en sécurité, ce sont les populations. D'accord. Merci. Maintenant, j'appelle à tout le peuple malien, à tout le peuple de Gao et environnant, de compter sur son armée.
L'armée, là, c'est votre enfant. L'armée, nos frères sont morts. On sait comment ils sont morts. D'accord. Mais aujourd'hui, 75% des Maliens sont jeunes. Que tous les jeunes Maliens donnent leur nom ce qui est pour bien aller au compris. front. Hein? On va passer la parole à M. Aïdara pour ce dernier mot. Moi, je voudrais préciser que je ne suis pas un expert en sécurité et je ne vois pas d'ailleurs autour de moi qui est un expert en sécurité dans ces débats. Mais les Mali croient qu'on veut, il faut que nous fassions des choses qu'Akoul croya. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité, faire des constats cohérents et corrects. Le départ de Barkhane a envenimé et a permis à ces terroristes de venir à Minaka et à Gao. Si quand Barkhane était là, il n'avait pas cette possibilité. Ça, mais comment Aïdara? Non, c'est une réalité. On va pas relancer. C'est Barkhane qui amène les terroristes. On a les preuves. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Oui. Mais c'est Barkhane qui amène les terroristes. Ça c'est autre chose. C'est Barkhane qui leur donne les armes. Nous avons les renseignements. Vous n'avez plus la parole, docteur, nous avons s'il de vous plaît. preuves ce qu'ils ont fait. Oui. Maintenant, pour te réconforter, on nous appelle la MINUSMA. La MINUSMA, c'est la mission onusienne pour la déstabilisation du Sahel. C'est comme ça que moi je les appelle. Merci. Ils n'ont réglé un problème nulle part au monde. Ça fait 48. Okay. Alors, pour terminer rapidement, l'armée qui a fait tout ce qu'ils ont fait en moins de 2 ans, il faut que chaque Malien comprenne que s'ils n'aident pas l'armée, ce n'est pas avec les avions, ce n'est pas avec les radars qu'ils vont pouvoir gagner cette guerre. Donc, je lance un appel à la population de Gao et ceux de Mopti et partout ailleurs de coopérer avec l'armée. Et je dirais également à l'armée de changer son mécanisme de communication et d'approche. Parce que le seul allié qui le permettra aujourd'hui de venir au bout de cette insécurité grandissante, c'est le peuple. Et le peuple malien, quand il veut, il l'obtient toujours. Voilà. C'est sur cet appel que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Dr Mohamed Kassoum Djiré des Sentinelles du Mali, nommé membre du M5 RFP, Abdul Karim Konaté du parti Élément, Mohamed Cherif Aïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Clin d'œil à notre confrère de Djoma TV, M. Mohamed Ali Kondé. Au revoir.